Voilà, place maintenant au débat sur cette fameuse loi cantonale sur l'énergie. Nous avons la chance d'avoir parmi nous des politiciens je vais faire la présentation plutôt. Donc, Madame Céline Décimo, qui est chef de groupe des Verts au Grand Conseil. Monsieur Christophe Cléva, qui est député au Grand Conseil, ancien chef de groupe, un ancien qui connaît l'historique de l'ancienne loi, peut-être déjà là, en 2004. Presque. Hein. Monsieur Joël Fournier, donc on a eu avant la présentation le chef de service des forces hydrauliques et de l'énergie du canton. Monsieur François Felet, directeur de Heuken, qui représente les exploitants, non, comment est-ce qu'on appelle ça, les gestionnaires de réseau. Merci. Et puis, M. Stéphane Genoux, le professeur de la HES, que tout le monde connaît, qui est assez sur le devant de la scène actuellement et qui était ici hier soir pour une présentation dans le cadre de la Raiffeisen sur aussi la transition énergétique. Donc, nous allons débattre de cette loi cantonale de l'énergie, deuxième version, puisque en 2021, il y a eu la première version préparée par les services et qui a été soumise à consultation. Où là, lors de la procédure de consultation l'année passée, il y avait 26% des consultés qui la trouvaient trop ambitieuse et 32% qui la trouvaient pas assez ambitieuse. Ça promet des débats assez intéressants. Actuellement, cette loi est en traitement au Grand Conseil. Alors, Monsieur Genoux, nous ne sommes pas en retard d'une guerre avec cette loi. Vous avez dit hier soir qu'on avait 20 ans d'inertie sur le climat. Le CO2 que l'on a généré il y a 20 ans fait effet maintenant pour les températures. Donc, est-ce qu'on n'est pas un peu en retard? Je raconte juste une toute petite histoire. Hier après-midi, j'avais mes étudiants. Première fois que je les vois, c'est des ingénieurs. Ils sont dans technologie énergétique et environnement. Donc, les pros du truc, quoi. À la fin du cours que j'ai fait sur le changement climatique, j'en avais deux qui pleuraient. Il y en a un qui est venu après le cours, qui m'a dit « Stéphane, donne-moi une raison de vivre. » Cette loi qu'on est en train de parler, c'est 3 degrés. On vise 3 degrés. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi cet après-midi, parce que je retourne voir mes étudiants et c'est des économistes. S'il vous plaît, donnez-moi une raison pour leur dire on se préoccupe de votre avenir. Aujourd'hui, franchement, ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, les étudiants, 75% des étudiants européens n'y croient plus. Merci. En effet, ce n'est pas très positif comme message, mais je pense que c'est le rôle des politiciens dont vous êtes en grande partie aujourd'hui de vous en inquiéter. À propos de politiciens et d'inertie, donc le Valais est le dernier canton à légiférer sur la mise en œuvre de ce fameux MOPEC, hein, donc modèle de prescription énergétique des cantons. Dernier canton à le faire, MOPEC qui date de 2014. L'ancienne loi date de 2004. Monsieur Cléva, que fait le Grand Conseil ou qu'a fait le Grand Conseil juste de 2004, l'ancienne loi, MOPEC 2014 et maintenant 2022? Bon, le Grand Conseil, bonjour tout le monde, tout d'abord. Merci pour l'invitation à cette table ronde. Tout d'abord, le Grand Conseil, il peut intervenir au travers de postulats, motions, pour demander que quelque chose se fasse. Il y a déjà des interventions, on a fait l'historique il n'y a pas très longtemps, des interventions PLR de ces 20 dernières années, et qui allaient déjà, dans certaines discussions, de demander de réfléchir sur une société de 1000 watts ou ces différents éléments. Après, il y a la volonté du gouvernement. C'est quand même le gouvernement, et par son administration, qui vient avec des projets de loi qui sont après sur la table des députés, des commissions pour études. Donc le Grand Conseil peut proposer, au travers de certaines propositions, d'entamer des révisions de loi ou de changer certains éléments, mais après, le planning législatif, il est quand même du ressort du gouvernement. Alors maintenant, on a ces lois qui viennent, qui sont extrêmement d'actualité, avec aussi la loi sur le climat qui est encore en cours en consultation. Alors ces éléments vont venir et sont importants après de dire que du retard a été pris, peut-être plutôt au gouvernement qu'il faut poser la question. D'accord, merci. On l'avait ce matin, le représentant du gouvernement, mais il a dû s'absenter, mais on lui enverra le film. Alors venons-en à la loi, après cette petite introduction sur les généralités et l'inertie, venons-en à cette loi ou à ce projet de loi. Cette deuxième version,
dont on a enlevé quand même pas mal de choses par rapport à la première version de l'année passée. On a enlevé, comme j'ai compris, toutes les contraintes, puis on a misé sur les incitations. Au rythme actuel, on l'a vu, il faut 100 ans au rythme actuel pour rénover toutes les anciennes maisons. Et il faut 300 ans pour remplacer les chauffages électriques au rythme actuel. Madame Desimo, avec cette loi, on va y arriver en combien de temps, à la place de 100 ans ou 300 ans? Bonjour tout le monde. Alors je n'ai évidemment pas la réponse à cette question, en tout cas pas précise, mais de manière générale, je dirais que ce serait beaucoup trop loin. Ça, c'est une certitude. Et puis c'est vrai que tout le débat parlementaire tournera certainement autour de obligations et incitations. Et j'aimerais illustrer la nécessité de poser quelques obligations à certains endroits. Alors je ne sais plus en quelle année on a décidé ça, mais il y a une loi qui aujourd'hui interdit de fumer dans les espaces publics et dans les restaurants. Si, à l'époque, on avait compté simplement sur le bon sens et sur les incitations, je pense qu'aujourd'hui, on continuerait de fumer dans les espaces publics et les restaurants. Tout ça pour dire que, oui, l'obligation, elle est nécessaire. Il ne faut pas la mettre partout. Je pense qu'il faut la mettre à des endroits qui sont judicieux. Et puis, ce n'est pas obligation ou incitation. Je pense que c'est les deux. Il faut des incitations à certains endroits et des obligations à d'autres. Merci. D'autres Mais il y a juste un point pour les panneaux solaires photovoltaïques. Vous savez qu'il y a un grand Alors débat. là, ça, je peux en parler vite fait. C'est très clair pour moi. C'est non. Là-haut, là, les 5 millions de mètres carrés de panneaux solaires, c'est non. On est évidemment... Alors, nous, on a prêché dans le désert pendant des années sur les panneaux solaires, sur l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il y a une source d'hystérie et il y a des opportunités de développer. Elles sont là. Maintenant, les mentalités évoluent. Il faut y aller. Mais dans les défis, c'est ne pas faire n'importe quoi. Mais ça, je partage son avis. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a encore un débat. Pourquoi on n'impose pas de mettre des panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments de notre canton? Ça devrait être une obligation. Pourquoi? Parce que c'est obliger les gens à gagner de l'argent. Il faut qu'on m'explique pourquoi ce n'est pas logique d'obliger les gens à gagner de l'argent. Ça rapporte de l'argent. C'est la seule partie du toit qui vous rapporte de l'argent. Donc pourquoi ce n'est pas obligatoire? J'aimerais réagir là-dessus. Je pense que c'est mieux que ce soit quand même incitatif, parce que si on prend toutes les régions de la rive droite, effectivement, quelqu'un qui change son toit, ce serait une ineptie de ne pas mettre des panneaux photovoltaïques parce qu'il va pour gagner de l'argent. Après, sans vouloir parler de mes concitoyens, si vous avez une maison dans le fond du village de Besançon où il y a plusieurs mois par année où il n'y a pas de soleil, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc l'obligation, non. Incitation forte, oui, mais pas obligation. Ok, alors on va déjà obliger pour ceux de la rive droite. Alors ça, on est d'accord. Alors ça, on pourrait être d'accord. Après, je pense qu'une loi, elle est faite pour l'ensemble du canton. Non, mais après, on vient avec des dérogations. On fait une obligation avec une dérogation. Si jamais il n'y a pas assez de soleil et que c'est pas rentable, on enlève l'obligation. Mais on est d'accord, on l'oblige, puis on déroge. Voilà, par contre, effectivement, ce qui est prévu dans la loi, c'est que s'il y a un changement de toit, on vient là-dessus avec une série de dérogations qui est prévue, parce que comme toute loi, ça a été dit également par Céline Desimo tout à l'heure, il faut trouver des compromis, parce qu'autrement, on n'a aucune chance de faire accepter ces éléments, que ce soit par le Grand Conseil ou via référendum ou autre. Mais dans cette circonstance-là, oui, on doit aller vers le photovoltaïque où c'est possible, techniquement et financièrement, avec un retour sur investissement intéressant. Oui. Monsieur Fournier, vous avez dit avant, lors de votre... vous avez laissé échapper quelque chose, et les incitations ne suffisent pas. Donc, Est-ce que je peux quand même juste répondre à cette question-là? Quand on a préparé la loi, j'ai fait des simulations de production solaire à différents endroits peu favorables du Valais. Je conviens, je n'ai pas regardé Besançon, mais j'ai regardé d'autres endroits pas ensoleillés. On produit toujours plus que sur le plateau suisse. Toujours. Donc je ne vois pas le problème. Mais pour venir aux incitations... C'est un faux débat. À Zinal, j'ai des panneaux solaires qui sont super rentables. Il n'y a pas de doute. Donc je me réjouis. Dorénavant, la loi, c'est obligatoire sur dérogation, puis sur les toits qui ne sont pas rentables. C'est-à-dire 10 ans, 15 ans, on déroge. On est justement guidé un peu par ces objectifs à atteindre. Hein. Donc la problématique, elle dit que va-t-il se passer si on n'arrive pas à atteindre ces objectifs?
D'un côté, on définit des objectifs très ambitieux pour 2035. Ça veut dire 12 ans après l'adoption de la loi, si la loi est adoptée l'année prochaine, donc 12 ans. Et puis de l'autre côté, on donne des délais de 15 ans pour assainir quelque chose, par exemple les chauffages électriques. Donc 12 ans objectif, mais on donne 15 ans de délai. Donc, M. Fournier, votre service, il aura le rôle un peu de gendarme et de garant pour atteindre ces objectifs. Il reçoit quand même un rôle important là-dessus. Est-ce que ce rôle est réaliste pour un service de l'État? De faire la police? Oui. Nous, on n'aime pas faire la police. Vous êtes les garants. Vous êtes les garants. Vous devez contrôler et contester des décisions communales et cantonales. Oui. Des autorités, même du Conseil d'État, qui va dire ah oui, on fait ça, tant pis. Et vous, de votre côté, je présume que vous devez regarder si on est dans le tir et puis dire non, ça passe pas. Oui, nous, on va essayer de monitorer par les statistiques, par énergétique, par la récolte de données, de monitorer le progrès. Et puis, si ça ne va pas assez vite, on alertera, ça sera notre rôle d'alerter les politiques. Mais c'est clair que dans la loi, il y a des mesures qui sont dans l'exécution, qui sont l'établissement de préavis, potentiellement le droit de recours contre des décisions qui ne prennent pas en compte correctement l'intérêt énergétique. Mais clairement, c'est les communes qui vont devoir s'y coller. C'est déjà le cas maintenant, en fait. Quand il y a un dossier qui arrive énergétiquement, d'abord, il passe par la commune. Puis la difficulté, c'est que souvent, dans les communes, il n'y a pas les compétences à disposition pour vraiment traiter tous les dossiers au niveau énergétique. Donc, ils devront se faire accompagner par des spécialistes. Toujours dans les objectifs à atteindre, en parlant du photovoltaïque, par exemple, donc là, M. Fellet, les distributeurs d'électricité, les gestionnaires de réseau ont aussi un rôle, en plus de facilitateur, aussi d'aider à l'augmentation de production. Euken le fait, et ils sont maintenant de plus en plus actifs dans l'installation de panneaux solaires photovoltaïques. Mais maintenant, avec cette obligation de mettre des panneaux sur tous les toits en cas de rénovation, quand on connaît la pénurie soit de matériel, soit de main-d'œuvre, comment est-ce qu'on va y arriver? Bonjour à tous. Ça marche? Non. Voilà, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, surtout de m'avoir invité à parler autre chose que de hausse tarifaire ou de pénurie d'électricité. Ça va venir. Je pense, à part le clin d'œil, que c'est important, malgré tout, qu'on continue de parler de cette loi, qu'on continue de parler de décarbonation, parce que à la fois et les hausses de tarifs et la pénurie d'énergie ne doivent en tout cas pas occulter que le problème de fond, il est toujours là. Et il est toujours là, et le temps qui passe l'accentue. Sur le temps d'abord, petit avant de répondre directement à la question, évidemment, Joël Fournier l'a dit, 10 ans entre le MOPEC et probablement l'entrée en vigueur de la loi, c'est long, tout ce qui s'est passé en 10 ans, ça va tellement vite, il y a des domaines où la loi n'est plus nécessaire, elle est vraiment dépassée, il y a des endroits où la loi ne traite pas de sujets qui sont des sujets importants, ou a renoncé à les traiter entre le projet de loi et puis la mise en application. Donc, c'est vrai que beaucoup d'eau coule sous les ponts. Après, en termes d'atteinte des objectifs, c'est une question. Moi, je pense que cette loi, elle ne permet pas d'atteindre les objectifs que le Conseil d'État lui-même a fixés. Donc, il faudra que le Conseil d'État explique comment on va atteindre ces objectifs, si ce n'est pas avec cette loi. Donc, elle n'est pas assez ambitieuse. Moi, je n'ai pas à juger, heureusement, je ne suis pas de politique, je n'ai pas à juger l'action du gouvernement. Ce que je vois, c'est que je mesure juste ce qui est mis en œuvre et les objectifs qu'on doit atteindre, et puis c'est trop peu et trop tard. Mais simplement, il ne faut pas se laisser démoraliser. Puis là, je compte sur le charisme du professeur Genoux pour ne pas laisser pleurer ses étudiants, parce que franchement, s'ils pleurent sur les bancs d'école, il faut les envoyer chez nous. Nous, en travaillant, on ne pleure pas, et on voit qu'on arrive à résoudre les choses. Donc, non, mais c'est vrai, il ne faut pas qu'ils se désespèrent, c'est malheureux, parce que c'est une je veux dire, les étudiants qui sont dans ce domaine-là, quand ils se lèvent le matin, ils ont une raison de vivre, et ils ont un projet professionnel qui est fantastique. C'est grâce à eux qu'on arrivera à le faire. On arrivera à le faire. De toute façon, on ne va jamais mourir. C'est exactement ce que je leur ai dit. C'est la fin du monde, mais enfin d'un monde, mais pas du monde. Hein. C'est ce que j'ai dit hier. Donc, dis-toi bien que je travaille tous les jours pour leur faire donner un peu de lumière dans leur tête. Mais au sujet de la demande de matériel et de main-d'œuvre. Alors, au sujet du photovoltaïque, alors ce qui est prévu dans la loi, c'est pas bien dramatique. Hein. Si on doit venir, s'il y a juste une obligation sur la rénovation
on regarde, il y a 1% de bâtiments rénovés. Généralement, on rénove plutôt les fenêtres et l'isolation périphérique. Le toit, il est rarement déposé, donc ça fait 1%. Sur les nouvelles constructions, c'est quand même très peu par rapport au parc existant. Je pense que la loi, elle ne nous met pas dans le rouge par rapport à ça. Et je rajouterais, c'est presque dommage. On a le vrai souci. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les étudiants ils désespèrent. Et il ne faut pas surtout que les gens qui arrivent en fin du cycle d'orientation et qui se demandent ce qu'ils vont faire renoncent à bosser dans le domaine de l'énergie, parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine, pas rien que des ingénieurs, mais surtout des gens qui sont capables de réaliser les choses. Et on a besoin c'est aujourd'hui, à mon sens, et je le répète chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, le principal obstacle à la transition énergétique. Ce n'est pas le cadre légal, ce n'est pas l'innovation technologique, ce n'est pas le financement, c'est les ressources humaines dans tous les secteurs. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Alors je pense qu'on a un problème. On a un problème d'une certaine manière sur la logistique mondiale, sur l'approvisionnement des matériaux, mais essentiellement aujourd'hui, on aurait 10 fois plus de collaborateurs. Il y a d'autres poseurs de panneaux dans la salle. On aurait 10 fois plus de collaborateurs, on ferait 10 fois plus de travail. Donc un appel à la formation sur place en Suisse de gens du métier. Monsieur Fournier, vous vouliez intervenir ? Oui, je suis sur la dernière et encore 2-3 autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là. On ne l'était pas il y a 5 ans. Maintenant, tout le monde a pris conscience, tout le monde veut changer, il y a la pénurie qui arrive, tout le monde panique. Les politiques comme les privés. Et c'est ça qui génère... L'économie, elle va s'adapter, mais ça va lui prendre du temps pour s'adapter. Elle ne peut pas accepter ou assumer une vague comme ça arrive maintenant. Mais c'est aussi bon signe parce qu'il y a effectivement beaucoup de travail qui va pouvoir être fait par beaucoup de gens. Non, le MOPEC 2014, il arrive tard dans la loi, mais entre 2004 et maintenant, on a modifié l'ordonnance sur l'utilisation rationnelle de l'énergie en 2011. Et chaque fois que vous changez une ordonnance qui avec des détails techniques, ça impacte les professionnels du monde du bâtiment. Et on ne peut pas venir chaque 3 ans changer des normes légales qui impactent les gens du secteur du bâtiment. Ils n'acceptent pas ça. Il faut déjà plusieurs années pour qu'ils aient intégré les changements légaux. Donc là, on est à 10 ans après le changement d'ordonnance. Je pense que c'est correct. Donc on a aussi intégré ça dans la vitesse dans laquelle il fallait proposer une base légale. Ensuite, le Conseil d'État, il a tenu compte des retours de la consultation pour proposer un projet effectivement qui est un petit peu en retrait par rapport à ce que j'estimais être plus ou moins sur la bonne voie pour arriver aux objectifs, mais il a aussi tenu compte justement des avis exprimés. Mais aujourd'hui, celui qui légifère, c'est le Grand Conseil, rien ne lui empêche d'aller plus loin que le Conseil d'État, et je ne vais pas trahir ce qui se passe à la Commission. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura une obligation de panneaux solaires photovoltaïques. On en a eu un accord pour en tout cas la rive droite. Je précise juste un truc, c'est qu'on a eu un soutien au démarrage du photovoltaïque avec un système qui s'appelle le RPC, rétribution à prix coûtant. Le Parlement fédéral l'a arrêté, la droite du Parlement fédéral l'a arrêté. Avec cette décision-là, il y a des entreprises en Valais, des très grandes entreprises en Valais, qui ont dit « Ok, nous on arrête ». Ça, je vous parle d'il y a 4 ans en arrière. C'est le résultat d'une politique fédérale par l'annulation de la subvention qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens qu'on n'a pas assez de personnel. Avant, avec le RPC, il y avait plein de boulot, il y en était en pleine croissance, ça a cassé avec le changement du cadre des subventions. Je peux confirmer, en effet, donc Vétro, nous avons installé en 2013 pour 300 000 francs de panneaux solaires sur la salle de gym et l'école qu'on construisait au Planty. On s'était annoncé pour la RPC. La RPC était toujours active et valide en 2013. Eh bien, en 2019, 18 ou 19, on a reçu l'avis de Berne comme quoi, non, ben, malheureusement, le robinet est fermé, donc on a investi. Alors, on ne l'a pas fait pour les sous, mais je pense que certains auraient pu le faire pour l'argent. Et puis, je pense quand même qu'il y a eu un sacré cafouillage du Parlement fédéral. Alors, puisqu'on attaque un peu la droite, M. Cléva, qu'est-ce qu'en pense le député PLR sur cette RPC et l'incitation Alors, je pense que les programmes d'incitation dans tous les domaines, ils ont justement le rôle d'incitation, mais après, ils ne doivent pas se prolonger dans le temps. Et puis, je pense que la situation actuelle, où on parle de pénurie et tous ces éléments, où la transition énergétique, elle est dans la tête de chacun, c'est que cette transition, elle va se faire de manière naturelle, sans qu'il y ait besoin de continuer à vouloir toujours financer, et puis que l'État veut jouer ce rôle paternaliste à ce niveau-là. On a vu avec les véhicules électriques, alors il y a eu une incitation au départ, maintenant le programme, il s'arrête, mais les gens vont quand même continuer, lorsqu'ils changent de véhicule, à passer sur de l'électrique si on convainc
convaincus et ça a permis au canton de remonter au 5e rang du taux de véhicules électriques à disposition, mais ce n'est pas uniquement par l'incitation financière, c'est maintenant venu dans la tête des gens et dans l'aspect courant. Et au niveau de cette transition énergétique, ça va venir aussi, en plus encore avec la situation actuelle, sans que ce soit besoin toujours l'État de financer ces changements-là. Mais par rapport pour la RPC, par exemple, ce revirement des chambres fédérales qui ont changé les règles du jeu en cours de route, donc nous en 2013, on a reçu l'attestation de la RPC, vous allez recevoir le jackpot, admettons, et puis on ne va rien recevoir. Donc. Oui, alors certains éléments, quand il y a des transitions, je ne suis pas conseiller national, mais quand il y a des transitions, effectivement, une période transitoire devrait être instaurée pour permettre aux personnes qui ont fait un choix à un moment donné de pouvoir quand même avoir un retour sur investissement. Mais cette question de la RPC, elle ne doit pas être inscrite dans le temps. Et puis les changements de mentalité ne doivent pas être uniquement faits sur des questions de financement de la part des institutions publiques. Ok, merci. Je me tourne vers les Verts. Donc sûrement qu'elle aura quelque chose à dire sur cette thématique. Mais j'aimerais quand même aussi les solliciter, vous solliciter sur les aspects écologiques, environnementaux. Donc avant, au début, vous avez dit « Ah non, pas question de mettre ces panneaux solaires dans la nature ». Donc actuellement, il y a 2 articles, en tout cas dans cette loi, l'article 2 et 18, qui demandent entre autres une plus grande production hydroélectrique. Ça veut dire, je présume, quand même hausser les barrages. C'est souvent en conflit avec l'environnement. Et puis, cette pesée de l'intérêt avec l'intérêt cantonal pour des projets importants qui prennent le pas sur d'autres considérations comme l'environnement. C'est quoi votre position? Vous allez accepter ces articles 2 et 18? Alors, je ne suis pas sûre que les gens dans la salle savent ce qu'il y a décrit dans l'article 2 et l'article 18. J'ai résumé. Mais 2, c'était pour l'augmentation hydroélectrique, et puis 18, c'est pour la pesée d'intérêt. En fait, concernant l'article 2, le groupe des Verts défend les 8 projets qui ont été retenus dans la table ronde au niveau fédéral. Il y a eu une table ronde avec une pesée d'intérêt qui a été faite. On a un préavis positif pour ces 8 projets-là, sachant qu'on a très peu d'éléments d'analyse aujourd'hui sur ces projets-là et qu'on les attend quand même avec un peu plus... on aimerait avoir un peu plus de détails pour se positionner un peu plus fermement, mais on a un a priori plutôt positif. Concernant l'intérêt prépondérant, là, on a demandé à biffer, je crois, cet article. Effectivement, pour nous, on ne peut pas aller vers un développement du renouvelable aux dépens et au détriment de la biodiversité. Ça n'a pas de sens. J'entendais hier des conseillers nationaux dire quand il y a urgence, il faut y aller, mais il y a aussi urgence pour la biodiversité, juste. Il faut juste avoir conscience de l'état global de notre planète. Et la biodiversité, il y a urgence. Donc on ne peut pas développer les énergies renouvelables au détriment de la biodiversité. Et je reviens sur ces projets qui sont importants en altitude. Dans notre canton, le potentiel photovoltaïque des bâtiments d'habitation, mais aussi les grands, en ajoutant la dernière étude qui a été faite par le canton, on arrive jusqu'à 6 TWh. 6 TWh, c'est le double de ce que notre consommation valaisanne, voire le triple si on enlève les grandes industries, et c'est la moitié de ce qu'on produit en hydroélectricité. Ça veut dire qu'on a largement de quoi faire avec les infrastructures qui sont existantes, que ce soit les routes, que ce soit des murs de barrage, des lacs de barrage, pour produire suffisamment sans avoir besoin d'aller construire en haut dans les vallées où il faudra tirer une ligne à haute tension. Donc l'illusion de nous dire ça va prendre 2 ans, c'est faux. Ce sont des informations qui sont fausses et il ne faut absolument pas s'appuyer dessus pour prendre des décisions. Donc voilà, l'intérêt prépondérant du développement de l'énergie, on n'y est pas favorable. Il y a toujours une pesée d'intérêt à faire. Et oui, il faut développer ces énergies renouvelables, mais on a déjà en fait les infrastructures pour le faire. Merci. M. Fournier. Juste pour que ce soit bien clair, dans l'article de la loi cantonale, le projet qui était soumis au Grand Conseil, il n'y a pas un intérêt prépondérant pour l'énergie. On a juste dit on peut avoir un intérêt cantonal de manière à ce que l'énergie soit prise en compte dans la pesée d'intérêt, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a des intérêts liés à la protection des biotopes, à la protection du patrimoine, la protection du paysage, etc. Donc on essaye juste de faire en sorte que l'énergie soit prise en compte.
Par contre, aux chambres fédérales, c'est autre chose. Il y a des essais pour avoir l'intérêt prépondérant de l'énergie. Inutile de vous dire que si un article comme celui-ci passe au niveau cantonal, l'interprétation qui en sera faite, parce que cet article, il est clairement sujet à interprétation. Oui, mais il y a le message. Le message explique faite... très bien les choses et on se réfère toujours au message, en tout cas les juristes. Se réfère au message lorsqu'il faut interpréter une loi et le message est absolument clair sur le sujet. Et il y a peut-être un élément pour le photovoltaïque. Je partage entièrement l'avis de Madame Desimon. Qu'on arrête, qu'on foute la paix à la montagne. Parce que si on va mesurer cet hiver la situation énergétique, quand on sera dans le noir et sans chauffage, là, on pourra se rendre compte de ce que ça veut dire. On n'a pas de mesure de l'effondrement de la biodiversité. On ne sait pas mesurer, en fait. Personne ne vous dira où on en est. Là, on verra bien cet hiver. Maintenant, pour les éoliennes, et puis pour l'hydraulique, il y a des endroits où ça ne se prête pas d'en mettre. Donc, s'il y a des potentiels hydroélectriques et s'il y a des potentiels au niveau éolien, et que là, malheureusement, on devra mettre un socle en béton, là, la pesée d'intérêt est différente. Mais pour le photovoltaïque, pas là-haut. Mais regardez Anzer, regardez Crans-Montana. C'est une industrie déjà. Là, si on en met plein, ça ne change rien. Les câbles, ils sont là, il y a de l'électricité qui arrive, mais s'il vous plaît, pas où il n'y a rien. Okay. Non, plutôt dans les questions à la fin. Oui, bah après, parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Mais il y aura le temps pour les questions. On parle beaucoup aussi des communes. En effet, dans cette loi, les communes ont un rôle assez important à jouer. Et en tant que président de commune, je me dis, mais par quels moyens je peux agir? Parce que moi, je me sens actuellement pas très habilité à pouvoir agir sur l'approvisionnement, la production et les coordinations intercommunales, les stratégies intercommunales. Par quels moyens on pourrait y arriver en tant que commune? Quel est le rôle d'une commune? On a évoqué, dans ma présentation, j'ai parlé de la commission consultative de l'énergie. Je pense que dans toute commune, vous avez une diversité de gens compétents et intéressés au sujet. Créer cette commission consultative, mon expérience me montre que les communes citées de l'énergie qui ont mis en place des commissions de l'énergie, avec ces gens motivés et compétents, elles progressent plus vite parce qu'elles ont... On en a une, mais on n'a aucune influence sur la stratégie intercommunale, ne serait-ce que ça. Alors, dans la région de Martigny, pardon, excuse-moi. Dans la région de Martigny, il y a 13 communes qui se sont mises ensemble avec des responsables de l'énergie de différentes communes, présidés par le préfet. Maintenant, c'est plus le préfet, mais c'est venu de lui, et qui mettent en place une politique de district. Pourquoi pas le faire? C'est fait. Oui, moi, ce que je constate, c'est que l'ensemble des communes, peut-être il y a une ou deux exceptions dans le Haut-Valais, mais ont délégué leur responsabilité de la gestion de l'approvisionnement à une société dont elles sont actionnaires. C'est le cas pour Vétro, c'est le cas pour 24 communes du Valais central qui forment Euken. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, nous, on travaille maintenant évidemment à renforcer encore ce conseil aux communes. Et puis ce qu'on peut faire aujourd'hui de plus, c'est que dans les assemblées de présidents, où on réunit tous les actionnaires, pas uniquement ceux qui sont représentés au conseil d'administration, il faut qu'on ajoute à ce grémium-là l'opportunité d'échanger sur la stratégie énergétique. Tout simplement, moi, je pense maintenant, les réflexions qui se font aujourd'hui, je prends juste une illustration par rapport à la pénurie et les mesures qui sont prises pour l'éclairage public, par exemple. Je me dis, mais quelqu'un qui vient un peu de l'extérieur, ou même du Bas-Valais, et puis qui passe de Ardon à Vétro, à Comté, jusqu'à Sion, jour, nuit, ça, je veux dire, c'est pas très compréhensible tout ça. C'est pour ça que, aussi pour l'acceptation auprès du citoyen, les mesures coordonnées, elles ont beaucoup de sens. Puis on voit que dans le domaine de l'énergie, mais dans le domaine de l'eau aussi, uniquement les frontières communales, c'est souvent pas les frontières naturelles qui font du sens par rapport au réseau. Oui. Il y a une petite famille qui était là hier soir avec un petit bébé. Je ne sais pas si le président... Tu t'en souviens, ils étaient là derrière. Puis le bébé, de temps en temps, il pleurnichait un petit coup. Puis moi, j'ai été voir, parce que ça fait tellement du bien d'avoir un bébé, j'ai été leur dire, mais pourquoi vous êtes là? Puis ils nous ont dit, on a rénové une maison à Vétro, celle qui est en bas là. Puis j'ai dit, ah, super! Donc, panneaux solaires, pompe à chaleur. Ils ont dit non, gaz et pas de panneaux solaires. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que la commune a exigé que le toit soit couvert entièrement de panneaux solaires,
Même les parties qui n'étaient pas actives, ça a triplé le coût de l'installation photovoltaïque. Les gens, ils ont abandonné. Donc, vous pouvez vous poser la question sur la mise en application dans les communes de cette fameuse règle qui dit on ne veut pas modifier notre vision. Et ça, c'est en main communale. Changez les règles. Vous pouvez... Moi, cette famille, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit je suis au gaz et pas de panneaux solaires. Mais qu'est-ce que vous avez pour lui répondre de ça? Franchement, au niveau communal, lâchez du lest. Alors, c'est un bon exemple, parce qu'en effet, c'est une maison que je connais, qu'on connaît tous. C'est une maison classée. Donc, dès qu'elle est classée, c'est le canton qui nous dit « Ah non, là, vous ne mettez pas des panneaux solaires, là, vous ne faites pas ça. » Mais je sais d'ailleurs, ils m'ont dit, c'est la commune qui était le porte-parole du canton, mais ça, c'est une règle qu'on change. Moi, je suis d'accord sur le toit de l'église. On n'en met peut-être pas. Mais ailleurs, expliquez-moi. C'est une belle surface, hein. C'est une belle surface, mais justement, en plus, c'est sur du chauffage électrique direct. Non, mais je pense que là, il faut progresser. Puis c'est clair que les communes sont souvent heurtées à une position dogmatique de l'administration cantonale, souvent. Parce que franchement, sur le toit des églises, dites-moi pas que ce qu'il y a sur les toits des églises aujourd'hui, c'est ce qu'il y avait au moment où elles ont été construites. Donc, plutôt que d'avoir des éternites ou d'avoir, je ne sais pas, du cuivre qui a déjà été changé une ou deux fois, on met ces tuiles solaires qui maintenant sont... on en a vu des très bons exemples, mais surtout, arrêtons de dire qu'on ne va pas mettre ça sur les églises. Chauffage direct, la plupart du temps. Donc, électrique. Ouais. Donc, finalement, ça serait top. Ok, pour le toit des églises. Mais tous les autres aussi. Mais ces bâtiments protégés, il existe, vous l'avez vu dans la presse, hein, ces tuiles solaires. Donc, M. Genoux, vous n'y croyez pas 100%, mais je pense que ça peut faire un bon compromis pour des monuments un peu classés. C'est un problème de petite famille qui n'a pas d'argent. C'est trop cher, c'est 3 fois plus. Mais pour ça qu'ils veulent les faire à vitraux avec du verre recyclé qui sera beaucoup moins cher que les panneaux et que les tuiles importées. Bon, Monsieur Cléva, vous avez... Oui, je voulais juste rebondir à ce qui avait été dit, parce qu'on est quand même en discutant sur le texte de loi, et puis je trouve que l'obligation faite aux communes de faire une planification énergétique, elle est peut-être un peu excessive, l'obligation, simplement, dans le sens qu'on a des communes qui sont très diverses les unes des autres, et certaines qui n'ont pas ni les compétences, ni les moyens, ni la grandeur totale d'investir là-dedans, alors que d'autres communes, entre autres les villes ou certaines communes qui ont un nombre d'habitants assez élevé, peuvent le faire. Je pense que cette obligation, elle devrait peut-être être édulcorée en mentionnant que la commune est invitée, si elle ne peut pas le faire elle-même, à rejoindre d'autres communes pour avoir une planification énergétique qui soit plutôt régionale que d'exiger ça de toutes les communes au travers du texte de loi. Mais encore une fois, ce texte de loi, c'est ça qui est difficile à débattre ce matin, c'est que ce qui est officiel, c'est le texte qui a été soumis à consultation, puisque même le message et le nouveau projet de loi transmis à la commission, il y a seulement les commissaires qui l'ont reçu. Au niveau des autres députés, on ne l'a pas. Alors, on ne l'a pas officiellement. Mais... Non, mais il y a une conférence de presse, tout est sur Internet, Oui. Alors, j'ai pas à la trouvé disposition sur de toute la Internet, population. Je n'ai pas trouvé sur le service de l'énergie le nouveau projet de loi, plutôt le premier avec la consultation. Si. Le président de Vétro l'a trouvé, il m'a téléphoné, je lui ai dit où c'était, je lui ai dit il l'a trouvé. Moi aussi, j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé par un autre moyen, mais bref. Mais après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la commission, justement, travaille maintenant. Puis ça, par contre, les travaux de la commission, ils sont soumis au secret de la commission jusqu'à ce qu'ils aient terminé. Il y a le Grand Conseil qui va traiter ça en première lecture au mois de décembre et qui pourra l'amender. On aura certainement un nombre important d'amendements et des discussions qui vont durer. Et sur une loi aussi importante que celle-là, il y aura une deuxième lecture. Donc le texte final, avec l'ordonnance qui devra découler de la part du Conseil d'État, ne sera pas avant le courant de l'année prochaine. Et on voit le problème législatif qui prend beaucoup de temps, alors que le domaine de l'énergie, il évolue extrêmement rapidement d'un mois à l'autre. Alors il y a toujours un petit peu ce décalage à ce niveau-là. Et puis dans la loi sur l'énergie, c'est clair qu'il y a beaucoup de normes fédérales qui ont dû être reportées. Il y a toute la question des bâtiments. Là, on a l'impression que c'est une loi qui est que autour des bâtiments. Il manque peut-être un peu un accent mis sur la production, parce que ça a été dit plusieurs fois, on est terre d'énergie, mais la production, entre autres hydroélectrique, le soutien amené à ce niveau-là, il ne transparaît pas de manière vraiment importante au niveau de cette loi. C'est plutôt une loi sur la réduction de consommation de l'énergie ou de l'augmentation de son efficacité plutôt qu'une loi globale sur l'énergie. Ça, on aura certainement l'occasion de discuter lorsque le projet sera sur la table du Parlement.
Voilà, mais encore, c'était surtout l'intervention par rapport à l'obligation faite aux communes d'avoir cette planification énergétique où là, il me semble qu'il y a des différences très fortes d'une commune à l'autre. Et quand on parle aussi de projets qui pourraient être d'intérêt cantonal dans les communes, on met la limite à 3 mégawatts au niveau de ce que les communes font dans le turbinage et les mini-hydrauliques. Elles n'arriveront jamais à ce niveau-là. Alors, c'est quand même un peu dommage aussi que ces projets-là, on ait mis une limite qui viennent des normes fédérales, mais qu'elle n'ait pas été rabaissée pour pouvoir inciter justement que ces projets soient soutenus également au niveau cantonal, ces projets communaux qui n'arrivent pas à un certain niveau de rendement. Et soutenus comment, financièrement ou politiquement? Alors, lorsqu'on parle que des projets devraient être d'importance cantonale pour être poussés en avant, c'est que si la base elle était plus basse, on aurait plus de projets. Alors après, comment c'est poussé en avant? C'est par un pilotage, un monitoring, des conseils. Alors, les subventions, on revient toujours à la même chose avant. C'est que, encore une fois, elles sont nécessaires des moments pour inciter à faire quelque chose, à démarrer quelque chose, mais elles ne doivent pas être uniquement sur l'aspect financier qu'une commune prenne une décision ou une autre à ce niveau-là. Monsieur Genoux. La planification énergétique des communes, c'est juste indispensable. Et si elles sont trop petites, je pense que la meilleure des solutions, c'est qu'elles se regroupent. Et puis, si au pire des cas, elles sont trop petites, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on ne peut pas regrouper même les communes comme on a fait en Anivier? Parce que c'est vrai que les enjeux au niveau communal, quand vous êtes une petite commune, c'est compliqué en fait de gérer tous ces problèmes-là. Mais ça ne doit pas excuser de ne pas faire la planification. C'est super important. Parce que les communes ont besoin d'avoir une vision sur la distance. Et donc, si elles ne le font pas, si on déroge encore une fois à l'obligation de ça, on ne va pas arriver à atteindre l'objectif. Ça permet juste de dire qu'elle s'associe à d'autres pour le faire. Voilà, ça c'est très bien. Dans ce cas-là. Alors après, je suis aussi favorable à ce qu'on ait des communes qui ont une taille critique qui permettent de répondre à toutes les exigences et aux défis du futur. C'est à peu près le cas dans le Valais roman. Quand on franchit la Raspie, ils sont un peu moins d'accord avec cette théorie des fusions de communes. C'est cool. Les panneaux solaires obligés, et puis toutes les communes aussi, sur dérogation pour les panneaux solaires, on est d'accord. On a déjà acquis deux trucs. Hein. Je rebondirais juste quand même à cette notion de planification pour enfoncer le clou. Je pense qu'ici, on faisait table rase de toutes les planifications. Puis on dit, voilà, maintenant, on recommence. Avec quoi on commence? On commencerait par la planification énergétique. Puis après, on mettrait des plans de zone. C'est dans ce sens-là qu'on ferait. C'est très compliqué de venir par après. C'est très compliqué encore de demander aux communes, encore de se lancer dans une planification. Mais c'est absolument essentiel. Ok, merci. Dernier sujet que j'aimerais aborder de cette loi, c'est sur la commercialisation et le marché, libéralisation ou pas. Donc, actuellement, le but de la loi, c'est que le Valais produise le 100% de renouvelables d'ici quelques années. Et avec cette obligation-là, eh bien entendu qu'on va mettre des privés sous pression, on met un peu tout le monde sous pression, mais dans quel sens y a-t-il dans ce marché ouvert libéralisé où on consomme peut-être du nucléaire français en hiver et qu'on exporte en Allemagne peut-être en été nos barrages? Dans le même sens, l'article 21 prévoit une plateforme de commercialisation commune pour la production valaisanne. Est-ce que ça, c'est bien compatible avec un marché libéralisé? Il me semblait bien qu'on allait venir sur l'actualité. Donc, en fait, évidemment, ce qui paraît paradoxal, c'est qu'à la fois, on a une volonté de il y a une volonté de libéraliser le marché, mais les mesures qui sont prises, comme par exemple ce qui figure dans la loi, c'est en fait l'État qui intervient. On voit qu'il y a une politique volontariste pour la production. Elle vient pas du marché, elle vient de la politique qui veut assurer l'aspect lié à la pénurie. Donc en fait, on est dans cette dualité. Moi, ce que je vis au quotidien, ce n'est pas une libéralisation du marché, c'est une re-régulation du marché. Et c'est peut-être pas plus mal. Pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté de libéraliser le marché en Europe, à mon sens, en Suisse, à mon sens? C'est parce qu'on a la volonté ou la nécessité de fournir notre production à l'Europe, la valoriser au mieux, parce qu'on a une production renouvelable et pilotable. Elle est absolument essentielle. Donc, on a cette valeur-là qu'on veut exporter. Et l'Europe, le marché européen, quand on leur parlait encore, maintenant, il faut qu'on se fasse réinviter, eh bien, elle disait, oui, mais pour ce faire, vous devez, vous aussi, vous soumettre aux règles européennes, donc à la libéralisation du marché. Moi, je voyais ça comme un deal, en fait, de dire, bon, ben, on va libéraliser, je ne vois pas vraiment quelle richesse supplémentaire on va apporter aux clients ou aux entreprises, pas vraiment.
Mais au moins, on pourra commercer notre électricité, qui a une certaine valeur, au reste de l'Europe. Et puis tout à coup, on claque la porte des discussions avec l'Union européenne. Alors là, ça n'a plus rien comprendre. Là, il y a vraiment, et c'est la cause de la hausse. Est-ce que cette porte claquée, c'est la... C'était avant. Donc, en fait, toujours quand on a une crise, ça, il faut juste imaginer, l'Europe a très bien compris, chaque fois qu'il y a une crise politique, les premiers qui doivent quitter Bruxelles, c'est les énergéticiens. Toujours, ça a toujours été comme ça. Même dans des autres aspects politiques, l'immigration et tout ça, les premiers qui prennent la porte et qui rentrent à Berne, c'est les énergéticiens. Donc ça montre exactement que Bruxelles a très bien compris quel était l'intérêt de la Suisse dans un marché qui est interconnecté. Donc moi ce que je veux dire, c'est que la notion de la libéralisation, la notion de l'intervention de l'État par rapport à ce qu'on vit ces jours-ci, vous voyez bien à quel point c'est futile. On voit ce qui est proposé dans cette loi pour laquelle l'administration travaille depuis très longtemps. Eh bien, par rapport à ce qu'on vit ces jours, on a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'incitation économique, même politique, pour agir sur la production, sur la consommation, sur l'efficience énergétique. On s'est laissé endormir en Europe avec les énergies fossiles qui nous fournissent une grande partie de l'électricité. Et c'est clair qu'aujourd'hui, en hiver, si on est embêté cet hiver, c'est que la moitié des centrales nucléaires françaises sont arrêtées, puis qu'on n'a plus de gaz pour faire de l'électricité. Que le marché a explosé, il suffit que la guerre en Ukraine s'arrête, puis que Poutine y rouvre les vannes, et puis qu'on a les centrales nucléaires qui soient réparées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu, il n'est pas d'ouvrir ou pas. L'enjeu, il est, est-ce qu'on va pouvoir s'entendre avec nos amis européens? C'est notre principal marché. On ne peut pas faire autrement que d'avoir un accord avec eux. Et donc, s'il faut, pour qu'on puisse avoir un accord commercial avec eux, ouvrir nos marchés de l'électricité, je suis d'accord avec François, il n'y a pas d'intérêt. Les ménages ne vont pas gagner de l'argent d'ouvrir le marché de l'électricité, c'est sûr que non. Mais si c'est grâce à ça que Alpic, Aspo, BKV, Force Motrice Valaisanne peuvent commercier leur électricité sur le marché européen, qui est vraiment plus intéressant que uniquement le marché suisse, il faut qu'on cède l'ouverture du marché de l'électricité. On n'aura juste pas le choix. Puis encore un truc que je veux dire. Ce qu'il faut comprendre, si le marché ne s'ouvre pas, ce n'est pas très grave pour les gens. Mais ce qui est super important, c'est que si moi je produis l'électricité sur mon toit et que j'en ai trop, je veux pouvoir le vendre à mon voisin qui est à 1 km de ma maison. Aujourd'hui, ce n'est pas autorisé. Si on ouvre le marché, on aurait pu faire ça. Mais aujourd'hui, au Parlement, on réfléchit d'ouvrir pour les quartiers. Et ça, c'est super important parce qu'il y a des gens qui ont trop d'énergie à des moments et d'autres pas assez. Donc l'échange régional, ça, il faut quand même le supporter le plus vite possible. Je me tourne vers les politiciens. Donc quel est votre avis, vous, sur la situation actuelle de la libéralisation du marché et ses conséquences ? Je crois que les éléments qui ont été apportés par M. Genoux et M. Felet, ils sont extrêmement clairs et puis ils viennent de la part de spécialistes. Quand j'étais candidat au Conseil national l'année passée, je défendais l'accord cadre de la Suisse avec l'Union européenne, entre autres par rapport à cette question de l'électricité énergétique. On ne peut pas, en étant sur un domaine comme ça qui est interconnecté, être au centre de l'Europe et puis vouloir faire uniquement de la production pour nous et puis d'avoir une autonomie à ce niveau-là puis de barricader autour. Ce n'est pas possible dans ce domaine-là. Et on voit d'ailleurs justement que peut-être si on évite certaines pénuries cet hiver, c'est parce qu'on est interconnecté et puis qu'on pourra avoir de l'énergie qui vient de l'extérieur, pour le moment donc. Et les éléments qui ont amené la situation actuelle, ils ont été très bien évoqués. C'est d'une part, effectivement, l'approvisionnement en gaz et la question des centrales nucléaires françaises. Alors, je pense que si on était dans un domaine qui est encore plus protectionniste et puis moins connecté, on aurait plus de dangers pour la suite. Madame Desimo. Oui, j'aimerais peut-être réagir sur 2 points. C'est que quand même l'actualité nous montre ou met au grand jour la spéculation qu'il y a autour de l'électricité. C'est-à-dire que, et parallèlement du coup, un peu le leurre qu'il y a derrière 100% renouvelable, enfin la vision dont vous avez parlé, 100% renouvelable, 100% indigène, parce que même si on est 100% renouvelable et 100% indigène, c'est pas l'électricité qu'on produira, qu'on consommera. Aujourd'hui, on consomme de l'énergie sale qu'on achète pas cher et on vend notre énergie propre qui coûte cher. Et ça, pour moi, c'est un grand scandale, qui est lié à la libéralisation, qui est malgré tout, d'une certaine manière, un peu nécessaire parce qu'effectivement, on ne va pas fonctionner ni au niveau du Valais, ni au niveau de la Suisse, mais c'est à minima au niveau européen. Donc il y a quand même un certain équilibre à avoir et dans les mains publiques, il faut qu'il y ait quand même une majorité
de ces entreprises parce que malgré tout, si on n'a pas un minimum de contrôle et qu'on se retrouve en crise, je ne suis pas sûre que ça résolve le problème. Vous parlez là d'énergie propre chère et d'énergie sale pas chère. Petite quiz, ou bien quel est le juste prix du kilowattheure selon vous chacun? Maintenant, on voit que pendant des années, on était en dessous de la valeur européenne, alors qu'on a un niveau de vie plus élevé. Donc maintenant, on parle à 20, 22 centimes. Je pense que ça vous semble le juste prix? Ça pense au juste prix, parce qu'à un moment donné, on a eu de la chance de pouvoir être vraiment en dessous du juste prix. Et c'est ça qui pose le problème maintenant, c'est qu'on monte en direction plutôt du juste prix. Donc, inclut les taxes et le transport. Dans oui, les et 20, puis après, ce que dit Madame Desimo, propre salle, alors ça, je lui laisse faire la distinction, et puis... juste prix. Justificatif, oui. Mais le juste prix, moi, je ne suis pas ingénieur, je n'irai pas dans le juste politique, prix. quand même. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, personne ne savait combien ils payaient d'électricité par année. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les gens commencent à regarder et puis à dire... Mais je voyais il n'y a pas si longtemps quelqu'un qui disait, mais finalement, quelqu'un qui est abonné à Netflix, il paye plus son abonnement à Netflix que d'électricité. Donc pour moi, on ne payait pas le juste prix jusqu'à présent. C'est comme les billets d'avion. Payer 20 €. C'est combien maintenant? Je vous ai dit, je ne donnerai pas de chiffres. Simplement, il faut être conscient que jusqu'à présent, on ne payait pas le juste prix et que forcément le juste prix, il est au-dessus et qu'il va falloir accepter ça si on veut être dans un marché relativement équilibré. Monsieur Fournier, question délicate, juste prix. Ça me fait penser à un concept que j'avais développé au début des années 2000, avant qu'on ait la loi sur le marché de l'électricité qui a été refusée par le peuple et qui avait réussi à casser l'idée, en tout cas à l'époque. Je me disais, l'électricité, c'est un bien fondamental pour assurer un certain nombre de besoins. Et on devrait mettre à disposition de la population à bon marché ce qui permet d'assurer les prestations essentielles, mais cher dès lors que ça dépasse les prestations essentielles, parce que le prix était tellement bas qu'on n'avait pas économiser l'énergie. Et si vous regardez, en fait, chaque fois qu'on a essayé de résoudre un problème par la législation, par les mesures de promotion, il y avait quelqu'un qui inventait de nouveau un gros consommateur. Parasol chauffant sur les terrasses électriques, jacuzzi chez tout le monde, piscine chez tout le monde. Vous pouvez faire ce que vous voulez. À la fin, quand l'énergie n'est pas assez chère, il y a des comportements qui deviennent très individualistes. Au lieu de partager la piscine communale, chacun a sa piscine. Et c'est un gros consommateur, par exemple. Donc voilà, moi, je serais plutôt le juste prix, c'est celui qui permet d'assurer les prestations de base. Voilà. Et puis ensuite, quelque chose de plus cher qui soit incitatif. Ce genou, juste prix. Les 700 € du mégawatt, c'est-à-dire les 70 centimes du kilowattheure, c'est aujourd'hui le juste prix. Pourquoi? Parce qu'on dépend du gaz de Poutine. On n'a pas été fichu en Europe de produire assez d'énergie. Donc c'est le juste prix. Maintenant, le juste prix sans la guerre en Ukraine et sans la moitié des centrales nucléaires françaises arrêtées, probablement c'est 35 à 40 centimes. Ok. Monsieur Fellet? Je pense qu'on se situe entre les prix d'aujourd'hui et le prix de demain. C'est-à-dire entre... Je voulais pas faire un trait d'esprit. Mais en fait... aujourd'hui, on est autour des 20 centimes, en dessous de 20 centimes, et demain, on est au-dessus de 30 centimes. Donc, et c'est vraiment aujourd'hui et demain, hein, c'est 2022-2023. Je pense qu'on devrait pouvoir se situer du moment qu'on a stabilisé les fondamentaux, parce qu'aujourd'hui, c'est le juste prix, et je partage le point de vue économique. Par contre, le point de vue social fait que ce prix est trop élevé. Et il n'est pas supportable à long terme, donc on doit le réduire. Mais celui qui était économiquement non plus pas supportable, c'est celui qui était trop bas. Mais juste pour le social, il faut quand même relativiser. Pour moi, si je n'avais pas mes panneaux solaires, moi c'est super bénéfice la hausse des prix, parce que je vais vendre mon électricité beaucoup plus cher. Donc vraiment, c'est tout bénéfice pour moi. Mais imaginons que je n'ai pas les panneaux solaires. J'ai 120 000 francs de salaire par année. Les 300 balles de hausse de prix d'électricité, c'est de la gnognotte. C'est quoi pour moi? Rien. Alors maintenant, je suis d'accord avec François Follet, pour les gens qui n'ont pas d'argent, c'est-à-dire les gens qui se sortent juste avec l'AVS, ceux-là, il faut vraiment qu'on les aide. Mais les autres, arrêtez de prendre l'avion pour aller au bout du monde et puis payer un peu plus cher l'électricité qui est livrée à votre maison. Et donc, ce n'est pas une hausse qui est scandaleuse, elle est juste naturelle. Ok, merci. Donc on arrive bientôt au terme du débat. Ouais. Quelqu'un veut un petit rajout, non?
Donc on voit que cette loi est en traitement au Grand Conseil. Quand on sait qu'à la consultation, il y avait 26% qu'il a trouvé trop ambitieuse, 32% pas assez, ça fait 58% d'insatisfaits. Ça laisse quand même augurer un résultat final qui peut-être ne sera pas très sexy, je ne sais pas. Mais peut-être, comme l'a dit M. Genoux, le prix actuel qui va en train de monter, peut-être va résoudre les problèmes de la transition sans passer par cette loi. Voilà. Un petit rajout, quelqu'un veut dire quelque chose? Moi, la bonne nouvelle, c'est que j'ai 2 bonnes nouvelles à annoncer à mes étudiants cet après-midi. J'y vais, c'est-à-dire que obligation des panneaux solaires validée par le PLR, sous dérogation. Puis deuxième, c'est que obligation de mise en place de stratégie communale, pour autant que les communes s'associent. Donc, je vais avoir 2 bonnes nouvelles. C'est quand même une bonne nouvelle pour moi. Merci. Voilà, merci. On peut applaudir. Voilà, maintenant, à vous la parole. Vous pouvez, l'ancien conseiller de Gondot ou président de Gondot veut prendre la parole. Oui, un fresque à l'affiche. Alors, vas-y. Il y a quelques années, je m'occupe du projet qui est tout prochainement ici à Bétro, donc la centrale chaleur force qui produit et de l'électricité verte et de la chaleur. Je suis touche à Gondot, le seul rapport que j'ai avec ce que je vais dire maintenant. Mais quand j'ai entendu par 2 fois, tout d'abord, Mme Desimois après tirer à bout portant sur le projet Solar Gondot, ça m'a quand même interpellé, parce que je pense qu'on est dans le jeu de bon sens ou de non-sens, d'une part, et puis d'autre part, il faut voir aussi la profondeur au niveau de temps. Parce que Mme Desimois, quand vous dites qu'il y a assez de surface de toit dans le canton du Valais pour couvrir tous les besoins en énergie, je me réfère au graphique qu'a montré M. Fournier tout à l'heure, avec les 3 degrés et puis le nombre d'années qu'il faut pour qu'on ait 3 degrés de température supplémentaire. Et puis après, les beaux graphiques qui montrent combien de ménages par année. Je cite encore 2 fois parce que c'est des bons graphiques. Qu'on voit les quelques minables centaines de foyers qui chaque année vont transiter d'un chauffage fossile ou d'autres consommations fossiles sur du renouvelable. Je me dis qu'il y a quand même des solutions qui peuvent, à court terme, venir appuyer et améliorer des situations de manque d'énergie, comme on va vivre très prochainement. Et entre autres, ce projet de photovoltaïque haute montagne à Gondot, il a une chose que vous n'avez peut-être pas vue, Monsieur Genoux, c'est qu'à moins d'1 kilomètre, à vol d'oiseau, il y a une centrale hydroélectrique, puissance installée 80 MW, qui produit à peu près 200 GWh d'électricité par année. Là, avec Gondot Solar, j'étais voir sur Natel, puisque je ne connaissais pas plus que le titre, on est environ à une puissance installée de 20 MW et puis une production à peu près de 30 GW d'électricité verte. Alors, pour ce fameux projet, 1 kilomètre de ligne à haute tension pour arriver jusqu'à la sous-station de Gondot, et on est dans un réseau qui est complètement fait et qui fonctionne. Bilan, 5000 ménages qui peuvent être approvisionnés en énergie verte en très peu de temps. Alors, si on calcule les quelques mégawatts de production par toit, par année, par ménage, on voit qu'on peut très vite faire un joli saut en avant. Ça, c'est pour le bon sens. Après, je partage tout à fait l'idée d'être contre le non-sens, d'emplâtrer en quelque part des alpages ou des sommets de montagne qui sont à milieu du premier consommateur où il n'y a pas d'infrastructure et rien du tout. Mais dans ce sens, je demande aux politiques avant tout de n'avoir pas seulement la tête dans le guidon, mais de quand même voir aussi qu'est-ce qui peut apporter. M. Fournier avait cité aussi beaucoup de ruisseaux font la grande rivière. Qu'est-ce qui peut amener quelque chose à cette grande rivière vers laquelle on doit tous se diriger? Merci. Merci de réduire un peu les interventions dans la longueur. Hein. C'est au nombre de mégawatts calculé. On n'a pas besoin de Gondot. C'est clair. C'est une illusion de croire que Gondot va résoudre le problème. Prenons les mêmes panneaux et on les met à Anzère, à côté de l'installation de remontée mécanique, ou à Crans-Montana. C'est exactement la même production. Gondot n'est pas nécessaire. Ça, c'est sûr. Donc, s'il vous plaît, foutez la paix à la montagne.
C'est ça en fait le message. La biodiversité est trop importante aujourd'hui pour qu'encore une fois, on part du principe que l'être humain doit encore mettre du béton à un endroit où ce n'est pas nécessaire. Si c'était de l'éolien, j'aurais un discours totalement différent. Parce que si c'est qu'à Gondo qu'il y a du vent, on y va. Mais du soleil, c'est le même à Montana. Donc Gondo, ce n'est pas une bonne idée. Madame Decimo. Oui, je trouve que c'est une illusion sans arrêt de dire que c'est facile et que ça se fait vite. C'est faux. C'est faux. Même s'il faut, dans l'hypothèse que vous émettez là, dire il y a juste 1 kilomètre de ligne à haute tension à faire, vous avez vu combien de temps on a mis les démarches pour avoir la ligne à haute tension qui traverse notre vallée? Donc il faut arrêter de dire que c'est facile et que ça se fait rapidement et qu'il n'y a pas de dégâts. Parce qu'il va falloir bétonner. Il va falloir bétonner des surfaces qui aujourd'hui sont à l'état naturel. Alors que le potentiel existe, les infrastructures existent, les barrages c'est OK, les murs anti-bruit c'est OK, les lacs de barrage c'est OK, couvrir une autoroute c'est OK. Alors non, je ne peux que dire la même chose, foutez la nature tranquille. Vraiment, il y a d'autres choses à faire. Après, je voudrais aussi dire que je n'ai pas parlé que de Gondo, parce que Gondo, c'est une goutte d'eau. C'est comme vous l'avez dit, c'est 23 gigawattheures. Les 5 millions de mètres carrés de Gringolls, c'est plus d'1 térawattheure. Donc, non mais vous vous rendez compte, quoi, 70 terrains de foot. J'ai un collègue qui m'a envoyé une photo de cette plaine cette semaine. Magnifique plaine, petite Edelweiss. Et puis nous, on va faire quoi? On va aller construire parce que de nouveau, on met l'humain au centre et qu'on oublie qu'on fait juste partie d'un écosystème qui, pour fonctionner, a besoin de sa biodiversité. Donc, à partir du moment où on a suffisamment d'infrastructures, je le redis, le potentiel c'est 6 TWh, il n'y a aucune raison d'aller saccager la nature plus haut. Mais ne vous inquiétez pas parce que malheureusement, j'ai bien l'impression que nous sommes minoritaires au Parlement à défendre cette position et c'est fort, fort regrettable. Alors, tournons-nous vers le... Oui, moi je pense que tous les projets sont complémentaires si on veut atteindre à un moment donné la transition énergétique, puisqu'on a d'un côté, je dirais, un gâteau qui est l'énergie globale qui est amenée par les différents secteurs qu'on connaît actuellement et la consommation de l'autre. Alors si on veut décarboner et se priver d'une certaine source, si on veut sortir du nucléaire, supprimer une seconde source, et qu'on veut toujours maintenir, disons pas augmenter, mais déjà maintenir, ce qui serait pas mal, la consommation énergétique actuellement, on doit avoir d'autres sources. Alors à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, c'est ou bien on veut de la décroissance, ou bien si on veut maintenir ça, on doit avoir des projets complémentaires. Mais par contre, attendez, monsieur Genoux, parce que quand vous parlez qu'il faut mettre des panneaux solaires sur Montana où il y a les pistes de ski, tout ça, alors après, si on fait ça, on peut faire de la planification qu'ont fait certains de nos voisins en France en disant il y a des stations sur lesquelles on développe les remontées mécaniques et plein d'autres choses, puis il y a des vallées où on ne fait rien, parce que c'est des parcs naturels et puis c'est pour la biodiversité. Mais que quand on veut construire un nouveau téléski, les premiers qui sont opposés, c'est les Verts. Alors à un moment donné, oui, on peut dire on met les panneaux solaires sur Montana, mais il faut que tout le monde soit d'accord, pas seulement quand ça arrange, et puis aussi pour le développement des autres infrastructures qui sont dans ce côté-là, en disant finalement c'est déjà gâché par les remontées mécaniques, alors allons-y sur ce côté-là. Merci. Question suivante là-bas, oui. Je pense qu'avant même de développer sur des alpages, les domaines skiables sont sur des alpages, il y a déjà rien que les toitures existantes. Exactement, en Crans-Montana ou en Zer, il y a d'énormes surfaces de toitures et de façades, il ne faut pas oublier non plus les façades, qui ne sont pas encore couvertes de photovoltaïque, sans compter la plaine, sans compter les zones industrielles, les zones commerciales. Il y a largement... Moi, je me dirais que des projets comme Gondo, Gringolls devraient être finalement bien en bout de la liste prioritaire. Il devrait y avoir une priorité, en fait. Dans 30 ans, quand on a arrêté tous les jacuzzi, puis qu'on a mis partout, puis qu'il nous manque encore quelques kilowattheures, ok, on discute de Gondo. Je voudrais faire justement rebondir. Peut-être il y a un mot qu'on n'a pas tellement évoqué et qui me semble nécessaire parce qu'on est beaucoup dans le développement, dans l'expansion. Mais la première économie, si on veut agir sur le porte-monnaie des communes, mais aussi des citoyens, la première chose à faire, et puis ça c'est efficace tout de suite, contrairement à construire des panneaux en altitude, c'est la sobriété énergétique. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, il y a énormément de potentiel. Je dirais le plus gros, il est au niveau du chauffage. Donc,
avant de... Voilà, je pense qu'on parle d'expansion. Là, le schéma de M. Fournier était aussi assez clair. Les 10 dernières années, malgré l'électrification, parce que c'est aussi souvent ce qu'on nous dit, hein, mais avec l'électrification des véhicules et tout ça, oui, sauf que en isolant nos bâtiments, tout ce qu'on va gagner d'énergie en isolant fera que l'électrification, elle ne péjorera pas le besoin. Les 10 dernières années, avec l'électrification qui a déjà eu lieu, il y a 0 évolution de la consommation d'électricité. Elle est stable. Donc avec un peu de sobriété, un peu de bon sens, je pense que c'est peut-être la première chose, finalement, le premier accent sur lequel on devrait appuyer aujourd'hui maintenant. D'accord, merci. Est-ce que Euken a un avis sur évidemment, Gondo? évidemment, on a... Ouais, alors, sur Gondo, mais j'aimerais juste rebondir à ça parce qu'on vient de publier un livre blanc sur la sobriété énergétique. Évidemment, on est en train de parler de pénurie, donc de pas suffisamment de production, mais de trop de consommation. Donc c'est sur ces deux axes, il ne faut pas oublier que c'est sur ces deux axes qu'il faut travailler. Et alors, c'est plus simple, mais surtout dans ce contexte de hausse tarifaire, c'est une opportunité de réduire sa facture d'électricité en évitant, avant de réduire le confort, en réduisant le gaspillage. Et ça, c'est du bon sens. Vraiment, de base, il faut aller dans cet axe-là, prioritairement, parce que ça, on peut le faire immédiatement. Et puis, c'est coup double, on a un effet collectif, parce qu'on résout une partie de la pénurie, puis on a un effet personnel, on réduit sa facture d'électricité. Franchement, c'est la seule solution qu'on peut proposer aujourd'hui, mais on a la responsabilité d'aider tous ceux qui le veulent à le faire. Ça, c'est un défi aussi par rapport aux ressources dont je parlais avant. Sur la partie Gondo, pas Gondo, permettez-moi d'être un peu moins courageux que d'habitude, de me mettre un tout petit peu entre deux, puis de dire déjà une chose. Si ces projets alpins servent d'oreiller de paresse pour couvrir les toits qui sont actuellement disponibles, c'est horrible. C'est horrible, parce que les infrastructures sont déjà existantes et la plupart des toits peuvent déjà accueillir des panneaux solaires maintenant. Donc, il y a un rapport de Pareto, pas tout à fait de Pareto, mais il y a 6% des grands toits qui représenteraient plus de 40% des objectifs qui étaient présentés avant. Donc, on doit se concentrer là-dessus, mais ça, c'est absolument important, parce que ce qui prêche sur les grands projets, et là où ça va vite, ce n'est pas du tout dans les aspects de préservation, de tous les impacts négatifs, les externalités négatives qu'on peut avoir sur la nature, mais c'est qu'on l'a vu, nous, en construisant la plus grande centrale solaire du Valais, mes équipes, la même équipe, elle a mis 3 mois pour faire 11 000 mètres carrés. Pour faire 11 000 mètres carrés sur des villas, elle aurait mis 1 année et demie. Donc c'est ça la rapidité. Ça ne prêche pas pour les parcs, ça prêche pour les grandes surfaces. Et ça, malheureusement, c'est dommage que le canton soit parti. Ça, la loi, elle passe complètement à côté. En autoconsommation, c'est super rentable encore. On est maintenant peut-être à des rentabilités de 3 ans. Donc les centres commerciaux de Comté, ils n'ont pas de panneaux solaires photovoltaïques. Non mais alors, c'est pas possible. Donc on a un vrai problème là, ils n'ont pas compris qu'ils allaient se faire du blé avec le solaire, quoi. Le président de Comtesse, il dit qu'il y a des panneaux solaires sur... Oui, mais je sais bien. Oui, vas-y. Mais je m'adresse aussi aux parlementaires, à la députation. On se rend compte que la mise sous toit d'une loi de ce type, ça va être très simple, hein. Je pense qu'il y aura pas mal de discussions, etc. Mais je parle en tant que commune aussi. Pensez que par la suite, il y aura 122 règlements des constructions à modifier, 122 règlements des constructions à mettre en application, et cette mise en application sera certainement très différente au niveau des 122 communes. Et ça, je pense vraiment qu'il faut le penser. Je veux pas revenir sur l'aménagement du territoire, etc., où malheureusement, les moins bons élèves sont souvent les plus grands gagnants. Donc, il ne faudrait pas se retrouver dans 20 ou 30 ans en disant ouais, « on a manqué quelque chose ». Donc, dès le départ, pensez aussi à la mise en application, parce que tout ce qu'on a discuté là, je pense que le 90-95% du temps, ça revient sur les communes et non pas au niveau du canton ou du législateur. Merci. Alors, vu le lobby des communes au Parlement, je pense que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Merci si vous nous écoutez. Voilà, encore 2 questions, madame. On verra. 2 ou plus, on verra, mais l'apéro nous attend, hein. Christine Eveco, je suis simple citoyenne. Juste pour revenir sur la loi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on parle
d'obligation ou d'incitation parce qu'il y a des cas qui ne permettent pas peut-être d'être conformes à la loi. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression qu'on perd une vision, qu'on n'a plus de vision parce qu'on veut faire dans cette loi tellement de cas particuliers et puis qu'elle soit compatible avec tout ce qui peut se passer, que pour finir, il n'y a aucune direction qui est donnée, enfin, je schématise, hein. Il n'y a aucune direction qui est donnée. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on dise, voilà ce qu'on veut faire, voilà notre objectif, et le travail qu'on va faire, c'est sur le comment faire pour qu'on puisse arriver à demander à des particuliers de pouvoir faire des rénovations, comment on va pouvoir aider les gens à se mettre en conformité avec cette loi, comment on va aider toutes les institutions publiques, tout ce qui est... Mais ça, on peut imaginer que c'est dans l'ordonnance, ou bien? Mais on est en train d'édulcorer parce qu'on dit on veut pas obliger, on veut inciter. Pourquoi est-ce qu'on n'oblige pas? Si on décide que c'est important, si on décide que ça arrive dans notre vision, on peut avoir une obligation et ce qui va nous permettre de donner aux gens la possibilité d'arriver et d'être conformes à la loi. Pourquoi? Donc plus de contraintes. Non, mais plus d'obligations. Décider ce qu'on veut. Quand on a décidé ce qu'on veut, après... Bon, ce qu'on veut, on a dit, il y a les objectifs à atteindre d'ici 2035. Voilà, mais si c'est des incitations, ça n'a rien à voir avec une décision et une prise de position. Mais la vision, elle est claire, madame. Hein. C'est quand le Parlement a accepté la vision 2060 du Conseil d'État, les taux de croissance de panneaux solaires, les taux de décroissance du photovoltaïque, ils sont clairement établis. Sauf que la loi répond même pas à la moitié de ses objectifs. Donc pour moi, la loi, carton rouge. Les gens qui la rabotent à mesure qu'elle passe dans les commissions ne répondent pas du tout à l'objectif qui a été fixé et validé par le Conseil d'État et par le Grand Conseil. Donc pour moi, ils auraient dû se bagarrer contre la vision. Et on aurait dû remettre en question la vision 2060, alors que la vision a été acceptée au niveau politique. Donc on n'est pas du tout en adéquation. Cette loi, elle n'est pas en adéquation avec la vision. Monsieur le député. Oui, je répondrai quand même que les visions du Conseil d'État, elles ne sont pas soumises à approbation du Grand Conseil. Les visions, c'est comme le concept de mobilité 2040, c'est comme la validation par le Conseil d'État du plan d'aménagement de la 3e correction du Rhône. Ce n'est pas des éléments qui sont validés par le Grand Conseil. Alors après, c'est qu'on a des lois, ses conséquences, et puis c'est vrai que je rejoins la question de madame, parce que peut-être pas dans ce domaine-là où je suis favorable à des obligations, peut-être dans d'autres, mais on voit que toutes les lois quasiment, en discussion au Grand Conseil, parce qu'il y a des avis divergents, il y a des visions divergentes, puisque c'est le cas aussi dans la population, puis le Grand Conseil est l'émanation de la population, c'est que pour arriver à la fin des éléments qui sont acceptés, il faut faire des compromis, et puis certaines fois, oui, ces compromis, ils vident leur loi de leur sens, mais si on vient avec des obligations, c'est clair qu'il n'y aura pas une majorité du Parlement pour accepter ces obligations, et puis mieux vaut avoir des incitations qu'une obligation avec 50 dérogations derrière. Je peux juste faire un petit complément. C'est vrai que les Verts qui siègent au Conseil d'État se sont opposés à la vision. Mais c'est ce que je dis. C'est qui c'est qui l'a voté, cette vision 2060 ? C'est des partis qui sont majoritairement à droite. Et aujourd'hui, c'est ceux qui ont raboté le plus. Donc, je veux dire, si vos ministres ne défendent pas l'intérêt de vos partis, et je suis désolé, je pensais que le Grand Conseil avait l'occasion de donner son avis là-dessus, si vos ministres ne défendent pas l'intérêt de vos partis, changez vos ministres. Merci. Question suivante. Dernière question peut-être. Bon, pas de souci. Donc je vous remercie vraiment pour votre participation.